présente, je m'appelle Justine ou Savitri et je suis consultante en sciences védiques et en particulier en Jyotish qui est l'astrologie indienne. Avant de commencer notre petite vidéo sur les dharmas, j'aimerais que l'on chante 5 fois un mantra de Ganesh. Ganesh, c'est qui? C'est l'archétype, la divinité avec la tête d'éléphant. Il est le protecteur des Védas, et donc des sciences védiques. Il est celui qui enlève les obstacles et il est celui qui nous permet d'acquérir la connaissance. Donc travailler avec Ganesh, c'est honorer la connaissance. Si vous ne connaissez pas ce mantra, aucun souci. Vous pouvez fermer les yeux et l'écouter. Si vous le connaissez, vous pouvez le chanter avec moi. Et si vous voulez l'apprendre, vous pouvez le noter et le répéter à chaque fois que vous commencez une nouvelle éducation, un nouvel apprentissage. C'est parti! Om Gam Ganapataye Namaha. 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 Hari Om. On est parti aujourd'hui pour apprendre ce que sont les dharmas. Mais avant de rentrer dans le cœur du sujet, j'aimerais déjà vous faire une introduction sur ce que sont les sciences védiques. Parce qu'on parle beaucoup de yoga en Occident et on fait de très jolis asanas, des postures, mais on parle encore très peu de la culture védique. Parce que le yoga, ou en tout cas les postures, comme on le voit en Occident, c'est vraiment une infime partie de ce qu'est réellement le Sanatana Dharma ou l'hindouisme. Donc déjà, l'hindouisme ou le Sanatana Dharma, c'est une philosophie qui nous vient de l'Inde et qui date d'il y a très très longtemps, plus de 5000 ans. Et l'hindouisme, son objectif, c'est de nous aider à atteindre moksha, l'éveil, ananda, la libération, si on peut le voir comme ça, ou la félicité. L'hindouisme, c'est une religion qui est très très ouverte et qui inclut énormément de sciences, donc les sciences védiques. Ces sciences incluent notamment la science de la vie, l'Ayurveda, pour ceux qui connaissent, qui est un petit peu la naturopathie indienne pour faire très simplement. Donc on utilise des herbes, des techniques, et donc en fait c'est une médecine naturelle qui nous permet de nous soigner. On parle aussi des sciences de la lumière, donc le Jyotish, qui est l'astrologie indienne. On parle du Vastu, qui est la science de l'habitat, alors qui est un petit peu le Feng Shui indien pour faire très simple, bien que le Vastu serait plus ancien que le Feng Shui, ou en tout cas que ces deux sciences aient cohabité ensemble et se soient nourries l'une et l'autre. Donc ce sont les trois sciences principales, avec bien entendu le yoga, qui est la science du corps et de l'esprit. Nous, aujourd'hui, on va surtout parler en lien avec le Jyotish, qui est la science des lumières et qui est ce que je connais le plus des sciences védiques. Je trouve que c'était très intéressant de vous expliquer un petit peu la différence entre l'astrologie sidérale, le Jyotish, et l'astrologie tropicale, celle que l'on connaît en Occident. Il y a quelques différences qu'il est important de noter. La première différence, c'est la prise en compte de la précession des équinoxes. Alors, qu'est-ce que c'est ? En fait, en astrologie tropicale, notre point bélier, il arrive chaque année toujours à la même date, c'est le début du printemps. Alors qu'en astrologie tropicale, sidérale, on prend en compte la précession des équinoxes. Alors c'est quoi cette précession des équinoxes? C'est tout simplement le fait que la Terre ne tourne pas à la même vitesse et que donc du coup, il y a un décalage qui se crée au fur et à mesure des années entre le point bélier initial, donc le point vernal, et là où on est à l'heure actuelle. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que votre signe du soleil peut ne pas être le même en astrologie tropicale et en astrologie sidérale Jyotish. Donc c'est-à-dire que vous pourriez être éventuellement un Gémeaux en astrologie classique que l'on connaît et un Taureau en astrologie sidérale. Donc ça, c'est une première chose à noter. La deuxième chose à noter, c'est que le Jyotish, normalement, n'utilise pas les planètes Uranus, Neptune et Pluton, qui sont utilisées en astrologie tropicale. Bien entendu, il y a beaucoup de nouveaux Jyotishis qui les utilisent, dont moi, puisqu'elles nous permettent d'avoir une autre appréhension de la charte et une autre lecture, une autre grille de lecture.
Bien entendu, encore une fois, le Jyotish se base sur le Sanatana Dharma, donc l'hindouisme. C'est-à-dire que quand vous faites une lecture védique, une lecture Jyotish, on va forcément vous parler des divinités indiennes, on va vous parler de mantras, donc des chants, des vibrations. On va vous parler aussi de nakshatras, qui sont des constellations lunaires qui ne sont pas utilisées en astrologie tropicale. Et donc en fait, vous allez être baigné vraiment dans la culture védique indienne, tout simplement. Et c'est très important de connaître ces petites différences-là pour que vous ne soyez pas surpris quand vous faites une lecture tropicale puis une lecture sidérale. Sachant aussi qu'il n'y a pas de meilleure lecture, les deux astrologies se complètent très très bien et elles fonctionnent très bien ensemble comme un soutien. Ce qui est aussi très important, c'est que dans l'astrologie védique, on va entendre souvent le terme karma. Karma, c'est un terme qui est vraiment très important et qui va nous servir de pilier dans la compréhension des dharmas. Karma, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire action. Donc le karma, c'est toutes nos actions que l'on a faites dans nos vies précédentes et dans nos vies jusqu'à l'heure actuelle. Donc bien entendu, étant donné qu'on est dans le secteur de l'hindouisme, je vais beaucoup parler de vie passée, puisque forcément on part du principe qu'on a eu des vies passées, tout simplement. Donc le karma, il en existe plusieurs types. On a notre sansita karma, qui est le karma qu'on a accumulé jusqu'à l'heure d'aujourd'hui. On n'a pas tous les effets de ce karma-là, mais en tout cas, c'est notre bagage karmique, c'est tout ce qu'on a. Donc il est là avec nous, et voilà. Un jour, il se réveillera ou non. Tout ça va dépendre de nos actions. Ensuite, on a le prarabdha karma. Ça, c'est le karma qu'on expérimente là, maintenant, tout de suite. Donc ce karma-là, c'est là où vous êtes né, dans la famille dans laquelle vous êtes né, le pays dans lequel vous êtes né, votre corps, les qualités avec lesquelles vous êtes né. Ça, c'est un karma qui est inévitable. Vous devez faire face à ce karma parce que vous avez planté les graines de ce karma-là et maintenant vous en récoltez les fruits. Donc si vous, dans vos vies précédentes, vous avez recueilli puis maintenant planté des graines positives, tant mieux. Sinon, si elles sont un peu plus négatives, et ben, ce sera un petit peu plus négatif. Et enfin, on a le Kriyanam Karma. Le Kriyanam Karma, c'est une notion vraiment essentielle et si vous deviez retenir un seul karma, ce serait celui-ci. Parce que le Kriyanam Karma, c'est le karma que l'on va créer. Et ça, c'est vraiment en lien avec notre libre arbitre. Je mets vraiment l'accent sur ce karma-là, tout simplement parce que le karma n'est pas une notion fataliste auquel vous devez absolument faire face et qui doit être pleuré et auquel vous devez avoir peur. Le karma, oui, il y a des choses auxquelles vous devez faire face, c'est normal, mais vous avez aussi le pouvoir de changer votre destinée en fonction de vos actions et de votre manière de penser. Le Kriyanam Karma, c'est un des karmas les plus importants. Maintenant, on a aussi des sous-parties de karma. Dans ces karmas-là, on a Driyat Karma, Adriyat Karma et Driyat Adriyat Karma. Le Driyat Karma, c'est le karma auquel vous devez absolument faire face et honnêtement, il n'y a pas grand-chose que vous pouvez faire. Vous faites face à ce karma-là et voilà, c'est les conséquences de vos actions précédentes. Après, on a le Driyat Adriyat Karma. Ça, c'est du karma que vous pouvez changer, mais avec beaucoup de difficultés. Et en tout cas, il va vous falloir ce qu'en yoga on appelle tapas, qui est l'effort. Tapas, c'est le feu purificateur, c'est le feu de votre effort qui va vous permettre de brûler votre karma. Donc ça peut être de jeûner, ça peut être de prier, ça peut être de faire une action charitable, être au service des autres, vivre dans votre dharma même si c'est difficile. Voilà, ça va être ça, le Driyat Adriyat Karma. Et enfin, vous avez le Adriyat Karma, qui est du karma que vous pouvez changer avec plus de facilité. Ça peut être éventuellement votre alimentation, ça peut être des choses qui sont très simples pour vous. Donc ça va dépendre de vous et de comment vous appréhendez votre karma et les choses de la vie. Ce qui est très important aussi à prendre en compte, c'est que dans l'astrologie jyotish, on a ce qu'on appelle des upayas, qui sont des remèdes. Donc c'est-à-dire que même si vous avez un karma qui vous semble un petit peu difficile, on aura toujours des remèdes. Ces remèdes, ils peuvent être bien entendu de l'ordre du matériel ou du spirituel, donc ça peut être avoir un gris-gris avec soi, porter une certaine couleur, faire une certaine action, mais il y a aussi des remèdes qui sont plutôt de l'ordre de l'émotion ou de l'intelligence, donc ça va être cultiver certaines valeurs. Tout ça, ça va dépendre de la position de vos planètes, bien sûr, et puis de l'expérience que vous vivez là actuellement. Et quand vous prenez une consultation védique,
on parle un petit peu de ces remèdes et on essaye de voir qu'est-ce qui est le mieux pour vous ou non. Et un des remèdes que je vais vous expliquer aujourd'hui, c'est le remède du dharma. Parce que dharma c'est karma et karma c'est dharma. En fait, ces deux termes sont vraiment reliés entre eux et si vous avez bien compris le terme de karma et que vous vivez votre dharma, alors vous nettoyez votre karma. C'est vraiment deux termes qui sont entre guillemets en équilibre, en balance et qui se complètent très bien. Donc c'est parti, allons au cœur du sujet. Qu'est-ce que dharma? Dharma, ça veut dire ce qui est juste, ce qui est vrai, tout simplement. Donc à la toute base, les rishis, donc les sages indiens qui ont écrit les Védas, avaient noté 3 objectifs primaires. Le premier étant de trouver un but à sa vie, le second étant la justice et l'ordre dans le monde, et le troisième étant que nous sommes plus que l'existence matérielle. Ces 3 objectifs-là, ils sont valables pour tout le monde et ces 3 objectifs sur lesquels je vous invite à réfléchir. Quel est le but de votre vie? Qu'est-ce qui est juste et en ordre pour vous et dans le monde? Et comment est-ce que vous êtes plus que l'existence matérielle? En tout cas, vous devez réaliser, entre guillemets, ces 3 objectifs de vie qui sont essentiels et qui sont vrais pour chaque être humain. C'est ça le dharma, c'est ça ce qui est juste, c'est vivre le but sur lequel on est censé vivre dans cette incarnation, créer justice et ordre pour la communauté et l'ensemble du monde dans lequel on vit, et comprendre que le matériel, ce n'est que du matériel et qu'on est bien plus que cela. Dans ces objectifs-là, on peut retranscrire, tirer 4 dharmas, 4 buts de vie. Donc vous vous souvenez, on a trouvé notre but dans la vie, et pour ça, en fait, on a 4 objectifs qui vont être très très importants. Et ça, c'est valable pour chaque être humain sur Terre. On a dans un premier temps, encore une fois, dharma, qui ici signifie plutôt mission, ou plutôt vivre selon la loi naturelle ou notre propre loi naturelle. C'est notre destinée naturelle, ce pourquoi on est fait. Donc ça va être un des premiers objectifs à réaliser. Le deuxième objectif va être artha. Artha qui va être la sécurité, gagner de l'argent, parce que c'est comme ça qu'on loue aujourd'hui aussi dans notre monde matérialiste, mais en tout cas ça va être se mettre soi en sécurité et mettre sa famille en sécurité. Donc ça peut être avoir une maison, une certaine stabilité financière, pouvoir manger à sa faim, etc. Le troisième but, ça va être kama. Kama, ce sont les plaisirs. Et kama, en fait, est vraiment inhérent à dharma et artha. Parce que si vous ne vivez pas votre destinée et que vous n'avez pas la stabilité financière, vous ne pouvez pas être dans le plaisir. Donc le plaisir découle vraiment aussi de vivre votre vérité et de l'acquisition de gains matériels, ou en tout cas de sécurité. Et enfin, le dernier dharma, c'est moksha. Moksha, c'est la libération. On s'enlève du carcan de cette vie et on comprend vraiment qu'on est beaucoup plus que des êtres matériels et qu'on est aussi des êtres spirituels. C'est l'éveil, c'est Ananda, c'est le bliss, c'est vraiment voilà, c'est cette félicité, c'est le mot que je cherchais, c'est la félicité, c'est retrouver vraiment notre vraie connexion au divin. Donc ces 4 buts de vie, dharma, artha, kama et moksha, sont très importants et ils sont vraiment là pour tous. Maintenant, en fonction de ta vie, on peut éventuellement voir s'il y a plus une inclinaison vers dharma, vers artha, vers kama ou vers moksha. Pour ça, on utilise la charte védique astrologique Jyotish pour savoir quel dharma est le plus important dans la vie d'une personne. Mais de façon générale, ces 4 dharmas sont très importants pour tout le monde. Notons quand même une dernière petite chose, c'est que malgré que dharma, artha et kama soient très importants, le vrai dharma le plus important, c'est moksha, c'est la libération. Et donc en fait, on se rend bien compte qu'on est d'abord obligé en fait de réaliser nos 3 premiers dharmas pour être en sécurité, pour après réaliser moksha. Si vous n'êtes pas dans votre destinée naturelle, si vous n'avez pas de sécurité financière et que vous n'êtes pas dans le plaisir, vous n'allez peut-être pas avoir le temps de vous orienter vers moksha, vers l'éveil, vers la spiritualité. Donc en fait, c'est très important de réaliser nos 3 premiers dharmas pour réaliser le dernier qui au final est en fait le plus important malgré tout. Malgré que les autres dharmas soient très importants, moksha, la réalisation de qui l'on est, c'est le plus important parce que ça va nous permettre
d'arrêter les cycles karmiques et de vraiment comprendre la nature de qui nous sommes réellement et comprendre qu'est-ce qu'on fait ici et c'est quoi en fait la vie tout simplement et qu'est-ce que le divin, qu'est-ce que l'univers. Donc moksha, voilà, je le souligne encore une fois, mais c'est un des objectifs les plus importants. Donc maintenant, comment est-ce qu'on peut faire pour s'aligner simplement avec les 4 dharmas? Dans un premier temps, je vous invite à découper votre journée en 6. Alors, 6 heures pour dharma, 6 heures pour kama, 6 heures pour artha et 6 heures pour moksha. Alors c'est vrai que ça fait un petit peu beaucoup. Vous me dire mais quand est-ce que je dors? Alors moksha peut tout simplement en fait se faire quand vous êtes en période de sommeil. Mais ce qui va surtout être important, c'est de voir par rapport à vous, à votre évolution, quel est le dharma sur lequel vous voulez mettre l'accent. Est-ce que vous voulez passer 6 heures à vivre votre destinée, 6 heures à accumuler des biens, 6 heures à avoir du plaisir? Après, c'est à vous d'orienter votre journée en fonction de ce qui vous fait le plus plaisir. Et des fois, ça peut être un petit peu compliqué, surtout quand on a un job, un 9 to 5 et qu'on ne sait pas trop par où commencer. Donc peut-être juste rajouter une demi-heure le matin où vous pouvez faire quelque chose qui vous fait plaisir, si Kama c'est quelque chose qui manque dans votre vie. Ou peut-être une demi-heure pour méditer, lire un texte sacré si c'est Moksha qui vous manque dans votre vie. Des fois, il suffit juste de rajouter un quart d'heure, une demi-heure pour faire quelque chose qui vous parle réellement. Après, vous allez me dire, mais dharma, c'est un petit peu compliqué à trouver, ça veut dire quoi? Vivre notre destinée naturelle. Vivre notre destinée naturelle, c'est faire ce qui vous plaît, c'est partager vos valeurs, c'est partager ce qui vous fait plaisir, c'est être dans votre mission, ce qui vous fait vibrer. Donc si ce qui vous fait vibrer, c'est de partager des valeurs sur, par exemple, la philosophie védique, c'est important de consacrer peut-être 2 heures de plus dans votre semaine, dans votre journée, pour partager sur les sciences védiques. C'est ça votre dharma, c'est partager vos valeurs, ce qui est juste pour vous. Donc je vous invite à prendre un papier maintenant et à noter qu'est-ce qui est juste pour vous. Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Qu'est-ce qui est dharmique? Comment est-ce que vous vous voyez dans votre plénitude? Si vous n'aviez pas de soucis d'argent, ce genre de choses, qu'est-ce que vous aimeriez faire? Le dharma, c'est ça. C'est partager ce qu'on sait le mieux le faire, notre cadeau. Alors des fois, dharma, c'est la carrière et souvent on l'associe à la carrière parce qu'effectivement, dharma en général, c'est une mission où on a cet aspect un peu carrière qui ressort. Donc ça peut être votre carrière. Mais parfois, ça ne c'est pas le cas. Après, notez aussi qu'est-ce que pour vous la sécurité. Qu'est-ce que artha? Est-ce que c'est vivre dans une tiny house? Est-ce que c'est vivre dans une grande villa luxueuse? Est-ce que c'est un entre-milieu? Sachant que, bien entendu, il faut faire attention, c'est important d'avoir de l'accumulation de biens, mais il ne faut pas non plus être obsédé par ces biens et être uniquement concentré sur cette accumulation de sécurité qui peut du coup vous orienter vers trop de matérialisme et moins de spiritualité. Donc c'est important, mais voilà, il faut aussi garder une certaine distance avec tout ça. Donc notez qu'est-ce qui est important pour vous en termes de sécurité, qu'est-ce que pour vous la sécurité, parce que la sécurité est différente pour chaque individu. Ensuite, notez qu'est-ce que Kama, qu'est-ce que le plaisir pour vous. Est-ce que le plaisir, c'est de vivre peut-être des fois pour certains, vivre dans le plaisir, c'est vivre son dharma, c'est partager ce qui est juste, être dans sa mission. Puis des fois, pour certains, le plaisir, ça peut juste être une balade en forêt, lire un livre. Le plaisir, encore une fois, voilà, c'est quelque chose de très individuel. Et en général, ça résulte de la réalisation de notre dharma et de la sécurité financière. Donc imaginez que vous viviez votre destinée naturelle, que vous faites le job que vous rêvez, ou en tout cas que vous vivez votre mission et que vous avez la sécurité financière nécessaire. Qu'est-ce qui vous fait plaisir? Si vous avez ces 2 premiers dharmas réalisés, comment est-ce que vous pouvez vivre Kama? Donc voilà, vous pouvez mettre 5-10 petites idées de ce que vous pourriez faire ou de ce que vous devriez faire. Et enfin, Moksha, notez qu'est-ce que pour vous l'éveil spirituel et comment est-ce que vous pouvez être plus dans Moksha. Quel texte vous appelle? Alors ça peut être des textes bouddhistes, des textes de l'islam, des textes chrétiens, hindous. Vraiment, la religion, le courant philosophique que vous choisissez n'a vraiment pas d'importance. Ici, ce qui compte surtout, c'est d'être en fait dans le chemin vers Moksha. Et ça peut aussi être quelque chose
pas forcément de l'ordre d'une religion, mais plus de l'ordre de la spiritualité en elle-même, sans la mettre dans une case en particulier. Quelle pratique spirituelle vous pouvez avoir et qui vous parle et qui vous relierait plus à Moksha. Donc voilà, ça peut être des petites actions à mettre en place dans votre journée, dans votre semaine. Alors vous commencez avec le dharma qui vous appelle le plus. Est-ce que là en ce moment c'est vivre votre destinée qui vous appelle le plus? Et bien alors à ce compte-là, faites chaque jour une petite action qui vous rapproche de votre dharma, de votre destinée. Vous allez peut-être monter un compte Instagram, peut-être commencer à écrire sur un sujet qui vous parle, peut-être monter une entreprise, vous dégager du temps pour faire quelque chose, une activité qui vous parle le plus, peut-être financièrement ou non financièrement. Au début, vous pouvez commencer simplement à faire cette mission qui vous parle et puis après, avec le temps, l'orienter plutôt vers Artha. Pareil, si la Artha, c'est quelque chose de très important, les gains financiers, comment est-ce que vous pouvez vous sécuriser financièrement pour du coup après vous permettre d'avoir accès à Kama, au plaisir et puis à Moksha. Donc voilà, chaque chose se fait en son temps et en fonction de vos besoins à vous. Mais en tout cas, ce sont les 4 objectifs de vie primaire. Si jamais vous avez un doute sur votre objectif de vie primaire, bien entendu, vous pouvez réserver une lecture védique, mais vous pouvez aussi tout simplement méditer et vous pouvez aussi rentrer en introspection et écouter un petit peu votre intuition et votre cœur. Qu'est-ce qui est le plus important pour vous en ce moment ou de manière générale dans votre vie, qu'est-ce qui a été le plus important? Parfois aussi, ces 4 dharmas sont très importants et cela, peu importe, vous n'avez pas forcément un attrait plus particulier pour un dharma et c'est ok. Par contre, vous allez peut-être être dans une période de vie où dharma peut être plus important ou kama plus important. Et donc du coup, ça va être intéressant de vous orienter vers un dharma en particulier. Donc ça, c'est notre première étape. Donc, si vous réalisez vos 4 dharmas, vous nettoyez votre karma. Parce que du coup, vous êtes dans l'action juste. Vous faites quelque chose qui est juste puisque vous vivez votre destinée. Vous acceptez le matériel en vous sécurisant et en sécurisant votre famille. Vous êtes dans le plaisir et vous êtes à la recherche de l'éveil. Donc, dans un sens, vous remplissez vos objectifs et vous êtes en train de nettoyer votre karma, tout simplement. Donc c'est une bonne chose. Maintenant qu'on a compris quels sont nos buts dans la vie, essayons de voir un petit peu comment est-ce qu'on peut les exprimer. On est tous des individus avec nos propres qualités et on est tous des individus uniques. On a tous en fait quelque chose d'unique en nous, un don, et on a aussi tous une manière particulière d'exprimer qui nous sommes. La façon dont nous exprimons qui nous sommes, ce sont les 5 types de dharma. Donc nous avons les 4 dharmas qui sont des buts de vie, qui sont égales à tous. Et maintenant nous avons les 5 types de dharma qui sont plutôt des façons dont nous exprimons notre cadeau à travers la vie. Donc les 5 types de dharma, qui sont-ils? On a l'éducateur, le guerrier, le travailleur, le marchand et l'outsider. Donc je vais vous raconter la petite histoire des taxis tirée de Simon Chokowski, donc qui est celui qui a écrit The 5 Dharma Types, que je vous montrerai en fin de vidéo. Et voilà, si vous voulez en apprendre un petit peu plus sur les dharmas et que vous parlez anglais, c'est un excellent livre à avoir. Donc l'histoire des taxis, qu'est-ce que c'est? Donc vous êtes à l'aéroport, par chance vous avez pu voyager malgré le Covid, et vous voulez aller à votre hôtel, et donc vous avez 5 taxis devant vous. Vous montez dans le premier taxi, et là vous montez dans le taxi de l'éducateur. Alors l'éducateur, ça va être un chauffeur qui va vouloir vous informer sur tout ce qui s'est passé dernièrement dans les news. Il va vous parler de politique, il va vous parler des dernières informations qu'il a compris et qu'il a entendues. Il va essayer de vous partager son savoir. Si vous passez devant un monument qu'il connaît, il va certainement vous dire « tenez, ce monument, il a été construit par telle et telle personne, tel siècle, etc. » C'est vraiment quelqu'un qui a l'envie de partager ses connaissances. Vous allez apprendre plein de choses avec un éducateur. Hop, on rembobine, vous retournez à l'aéroport et là vous montez dans le deuxième taxi. Et là attention, accrochez-vous parce que ça va être rock'n'roll, vous montez dans le taxi du guerrier. Alors le guerrier, c'est quelqu'un qui a un objectif. Vraiment, là son objectif c'est de vous emmener à destination et il va tout faire pour vous emmener à destination. Il va essayer de le faire en vous protégeant bien sûr, mais il va surtout le faire très vite.
Et il va surtout, ça va peut être une course un peu à la Fast and Furious. Donc accrochez-vous bien parce que les guerriers, ils ont besoin d'objectifs et de vous emmener à un endroit. Le guerrier va pas forcément beaucoup vous parler et il va surtout essayer de vous emmener à destination le plus rapidement possible. Lui, ce qu'il veut, c'est réaliser son objectif. Hop, on retourne à l'aéroport, vous montez dans votre troisième taxi et ici, vous montez dans le taxi du travailleur. Alors le travailleur, quand vous allez rentrer dans son taxi, ça va être super, vous allez avoir des petits bonbons, des petits gâteaux, il va vraiment essayer de vous chouchouter, de prendre soin de vous. Il va peut-être pas forcément trop vous parler, par contre il va être au téléphone avec sa femme en train de demander si les enfants vont bien, puis il va écrire un texto à sa fille pour lui dire qu'il vient bien la chercher à l'école de musique, puis en même temps il va être en train d'être sur un autre appel avec un autre client pour planifier sa course du soir parce que c'est le genre d'archétype qui est capable de travailler de 6h du matin jusqu'à 23h le soir sans pause non-stop. C'est des gens qui ont une capacité de travail absolument incroyable et ils vont surtout vraiment prendre soin de vous. C'est le plus important. Ensuite, on a les marchands. Donc vous allez monter dans le taxi du marchand. Alors là, il va essayer de vous connecter avec toute la ville. Il va vous présenter toutes les échoppes qui sont les plus intéressantes. Il va vous présenter les meilleurs restaurants, là où il faut aller, là où il faut manger, là où il faut faire la fête, dans quel bar est-ce qu'il faut aller. Vraiment, il va vous donner tous les liens sociaux nécessaires pour vous intégrer à la société. Et enfin, notre dernier taxi, donc on remonte, on retourne à l'aéroport et là vous allez avoir beaucoup de fun parce que vous montez dans le taxi de l'outsider. Et l'outsider, c'est vraiment quelqu'un qui est un petit peu hors norme par rapport à ce qu'on s'attend à nous dans notre société, surtout occidentale. Donc vous allez peut-être avoir quelqu'un avec des dreads qui est peut-être en train de se fumer un petit peu ganja et qui est en train d'écouter de la musique du monde que vous avez jamais entendue. Et il va certainement vous raconter les mille et une expériences qu'il a eues dans sa vie. Donc peut-être qu'il y a 2 ans, il était en Éthiopie en train de monter une boulangerie, puis après il est parti en Inde, monter une échoppe de bracelets pour finir en Suède, éleveur de rennes. Enfin voilà, c'est vraiment quelqu'un qui a un parcours très très atypique. Et aujourd'hui, il est ici avec vous en train de faire chauffeur de taxi. Donc voilà, c'est vraiment des personnalités très très atypiques et qui ont fait beaucoup de choses dans leur vie. Donc on est tous un petit peu ces 5 chauffeurs de taxi. On les a tous en nous, mais il y a un chauffeur de taxi en particulier qui dirige notre vie. On a un conducteur, un archétype qui correspond plus particulièrement à qui nous sommes. Donc pour savoir quel archétype vous êtes, dans le lien de cette vidéo, vous allez retrouver un petit quiz que vous allez pouvoir réaliser pour savoir quel est votre type de dharma. Bien entendu, si vous n'êtes pas sûr du résultat, vous pouvez éventuellement demander à votre consultant védique qu'il vous parle de votre type de dharma pour savoir quel est réellement votre type de dharma puisqu'on peut le lire au travers d'une charte. Maintenant, essayons d'aller un petit peu plus loin sur qui sont ces types de dharma, ces archétypes qui nous permettent de nous exprimer de façon très spécifique. Commençons avec l'éducateur. Donc l'éducateur, c'est quelqu'un qui, encore une fois, va vouloir partager ses connaissances. C'est quelqu'un qui va être derrière un bureau, qui va lire beaucoup de livres, qui va vouloir apprendre. Vous allez peut-être l'imaginer avec des petites lunettes rondes derrière son bureau en train d'apprendre des choses. Par exemple, pour prendre l'allégorie du domaine médical, ce serait plutôt les chercheurs, les chercheurs derrière leur bureau qui essayent de trouver la bonne molécule, la bonne herbe pour soigner du coup les personnes. En général, les éducateurs, on les associe à la saison de l'automne et ils ont plutôt une intelligence qui va être intellectuelle. Donc c'est-à-dire qu'ils vont beaucoup réfléchir avec leur mental. On va les associer à l'élément air. En général, alors vous verrez, les types de dharma ont souvent des liens entre eux. Et c'est très important parce que, vu qu'on a tous une façon de nous exprimer, on a tous aussi une façon de nous lier aux autres types de dharma. Donc on verra juste après en fin de vidéo. Concernant les guerriers, alors les guerriers, on les associe plutôt à la saison de l'été. Ils ont plutôt un corps énergétique, donc c'est vraiment des gens qui doivent bouger physiquement, faire de l'activité physique. On les associe à l'élément du feu. Et les guerriers, donc encore une fois, ils ont un objectif. Il faut absolument qu'ils réalisent leur objectif. Maintenant, les guerriers, ils ont besoin d'une structure parce que s'ils n'ont pas de structure et si on ne leur donne pas les bonnes valeurs, ils peuvent avoir du mal à réaliser leur objectif. Ils peuvent ne pas trop savoir où est-ce qu'ils vont et au final finir par brûler un petit peu tout ce qu'il y a autour d'eux parce qu'ils n'ont pas les bonnes valeurs. Et on verra après comment est-ce qu'ils peuvent avoir du coup ces bonnes valeurs. Et les éducateurs, eux, je ne vous l'ai pas dit, mais
ils peuvent avoir tendance à prêcher beaucoup de choses, mais à ne pas forcément appliquer ces choses. Donc du coup, eux, leur objectif, ça va être vraiment de faire très attention à bien vivre ce qu'ils prêchent aux autres. Ensuite, on a les travailleurs. Donc les travailleurs, encore une fois, hein, ce sont des personnes qui veulent prendre soin des autres, qui veulent nourrir la société. Dans l'allégorie du médical, ce serait plutôt les infirmiers, les auxiliaires péricultrices, les personnes qui prennent soin des autres, en tout cas dans le domaine médical. Pour les guerriers, je vous l'ai pas dit, mais on les associerait plutôt aux chirurgiens ou en tout cas aux urgentistes, les gens qui ont besoin d'être dans l'urgence et d'avoir un objectif très rapide et très court. Pour les travailleurs, on les associe à la saison du printemps. On les associe plutôt à l'intelligence émotionnelle. Donc là, ils vont plutôt être dans le cœur plutôt que dans le mental et dans le physique. On les associe à l'élément terre. Et ce sont vraiment des gens qui vont vouloir nourrir, prendre soin des autres. La petite chose qui peut des fois montrer que le travailleur n'est pas complètement aligné, c'est qu'il peut être très conservateur parce que du coup il va vraiment être centré sur sa communauté, prendre soin des autres, sans forcément vouloir s'ouvrir aux autres cultures. Maintenant, on va regarder les marchands. Donc les marchands, encore une fois, hein, ce sont ceux qui veulent mettre en contact les autres et qui veulent faire des liens avec les autres. On les relie à l'été. Ils ont plutôt une énergie d'eau, une énergie qui est plutôt en lien avec le lien social. Et les marchands, en fait, vu qu'ils aiment beaucoup faire la fête, ils aiment beaucoup mettre les gens en lien entre eux, ils peuvent avoir tendance à s'oublier eux-mêmes et à se retrouver dans des relations qui peuvent être vides de sens, à se sentir très seuls, très déprimés et éventuellement à noyer leur chagrin dans l'alcool, la drogue, ce genre de choses. Donc du coup, les marchands doivent faire très attention à ça. Et enfin, les derniers, nos outsiders. Alors les outsiders, c'est un petit peu spécial parce que eux, en fait, ils ont tendance à soit être complètement des outsiders, soit à jouer le rôle d'un autre type de dharma. Donc c'est-à-dire qu'un outsider va pouvoir jouer le rôle d'un éducateur, d'un guerrier, d'un travailleur ou d'un marchand. Sachant qu'en général, les outsiders ont tendance à jouer le rôle d'un travailleur. Les outsiders, en général, on les représente avec la saison de l'hiver. Ils ont plutôt une intelligence qui va être de l'ordre du mystique, parce qu'on les relie à l'élément éther, à l'espace. Donc du coup, c'est des personnes qui ne sont pas forcément très ancrées dans le matériel et qui sont plutôt déjà en connexion avec le spirituel. Les outsiders, en général, vu qu'ils essayent plein de choses dans leur vie, ils n'ont pas forcément une compétence particulière, mais leur objectif à eux, c'est pas d'avoir une compétence particulière, mais c'est de créer quelque chose de nouveau, d'apporter une innovation dans la société. Donc les outsiders, en général, ils réussissent vers leur milieu de vie, vers la trentaine, quarantaine, quand ils ont expérimenté plein de choses et qu'ils arrivent à mixer toutes ces choses et à créer quelque chose de complètement nouveau, d'innovateur. Donc ils vont mixer plein, par exemple si c'est un danseur, imaginons, il va mixer plein de types de danse pour créer un nouveau type de danse qui n'avait jamais été fait. Ça, c'est l'objectif des outsiders. Donc en fait, vu que les outsiders ont tendance à faire plein de choses, ils peuvent avoir parfois tendance à l'anxiété. C'est pour ça que tous les exercices de grounding avec des racines, des visualisations de racines et d'ancrage, ça peut être très très important pour les outsiders pour se relaxer et se concentrer du coup sur leur objectif qui est de mixer en fait et d'arriver avec quelque chose de créatif. Donc comme on l'a vu, en fait, tous les types de dharma ont une mission particulière et cette mission particulière, ils vont l'expérimenter, ils vont la vivre et la faire vivre au travers de leur métier et au travers des 4 premiers types de dharma. Donc c'est-à-dire que vous allez juste vivre vos buts de vie différemment en fonction de la manière dont vous exprimez votre cadeau en fonction de votre archétype primaire. Donc, si vous êtes un éducateur, un guerrier, un travailleur, un marchand ou un outsider. Maintenant, ce qui va être très intéressant, ça va être de combiner les 4 dharmas et les 5 types de dharma ensemble et du coup, en fait, vous aider à trouver déjà votre objectif primaire grâce aux 5 types de dharma et du coup, grâce aux 5 types de dharma, de trouver votre expression personnelle, l'expression en fait de qui vous êtes, votre mission. Donc chacun des 4 dharmas
va correspondre à un type de dharma en particulier. Donc si vous avez un type de dharma en particulier, si vous êtes un outsider ou un guerrier, vous allez résonner plus particulièrement avec un des 4 buts de la vie vu au début de vidéo. Donc ça va vous permettre déjà de vous orienter, de vous dire ah ok c'est vrai je devrais m'orienter plus sur cet objectif de vie. Bien sûr on peut aller encore plus loin quand on fait une étude de thème, mais c'est déjà une bonne base et une belle introduction au dharma. Donc, les éducateurs, on les relie à moksha. Donc, si vous êtes un type éducateur, ça va être très intéressant pour vous de vous orienter vers une pratique spirituelle, de lire les textes sacrés, de passer du temps à la bibliothèque pour apprendre des choses sur les sciences védiques ou sur n'importe quelle spiritualité qui vous parle. Pour les guerriers, pour vous, ça va être intéressant de vous trouver une mission, un dharma. C'est très important et de travailler aussi avec la valeur de ce qui est juste et de ce qui est faux. Ça va être essentiel pour vous. Ensuite, pour les travailleurs, vous allez plutôt vous orienter vers Artha, vers la sécurité, prendre soin de votre famille, prendre soin de vous-même, acquérir des biens pour que vous vous sentiez bien à l'aise et en sécurité là où vous habitez. Pour les marchands, pour vous forcément, ça va être de vous orienter vers Kama, vers le plaisir, tout simplement. Et enfin, les outsiders, vous avez une grande mission, c'est que vous devez expérimenter ces 4 dharmas à part égale en fonction des périodes de votre vie. Vous vous sentirez plus ou moins si vous êtes attiré par un dharma plus plutôt que pour un autre. Tout simplement si vous jouez le rôle d'un éducateur ou d'un guerrier. Après, les outsiders, ce qui est génial, c'est que du coup, vous allez avoir la compréhension complète de l'ensemble des types de dharma, ce qui va vous permettre après de vraiment créer quelque chose d'innovant pour l'ensemble de la société. Parce que vous n'êtes pas qu'une partie de la société, vous êtes capable de la comprendre dans son ensemble. Ensuite, une autre chose à comprendre, c'est que les dharmas, surtout les types de dharma, interagissent en fait entre eux. Donc c'est très important parce qu'on est des êtres sociaux, nous les êtres humains, et on n'est pas seulement des individus, mais on vit en collectivité. Donc comprendre le dharma de notre voisin, de notre conjoint, de notre enfant, de nos parents, ça peut vraiment nous aider, nous, à communiquer de façon différente avec notre entourage et de se dire ah oui c'est vrai, lui c'est un éducateur, je vais peut-être pas lui parler constamment de plaisir, mais je vais peut-être plus discuter avec lui de choses en lien avec la spiritualité, moksha, avec les livres, l'apprentissage. Sachant que dans nos relations, les dharmas ont tous une relation, les types de dharmas ont tous une relation entre eux. Par exemple, les éducateurs se relient beaucoup aux guerriers, donc ils ont un devoir envers les guerriers. C'est-à-dire que les éducateurs, eux, ils ont le devoir de transmettre la connaissance aux guerriers. Pourquoi ? Parce que les guerriers, ils ont besoin de savoir ce qui est juste et ce qui est faux. Et ça, les éducateurs sont capables de leur donner. Par contre, les guerriers, eux, ils ont, entre guillemets, une priorité à donner aux éducateurs, puisque vu que les éducateurs leur transmettent leur savoir, les guerriers, eux, doivent les protéger. Parce que les éducateurs, c'est pas trop des archétypes qui vont aller se battre, c'est plus des archétypes intellectuels, et donc du coup, ils ont besoin de la protection des guerriers pour du coup se sentir bien et pouvoir continuer leur travail intellectuel et partager les valeurs et orienter les guerriers du coup vers des valeurs qui sont saines et justes et qui sont donc dharmiques, donc qui sont dans le vrai plutôt que adharmiques qui seraient dans le faux. Les guerriers, eux par contre, ils ont plutôt un devoir envers les marchands. Ils doivent absolument encadrer la société, protéger, avoir un objectif pour cadrer les marchands en fait. Ils vont transmettre aux marchands qui eux sont dans le plaisir des valeurs, donc des directions. Ils vont leur offrir un sens du but tout simplement parce que les marchands ils sont plutôt dans le plaisir. Donc du coup ça va être vraiment la mission des guerriers. Par contre les marchands eux ils vont avoir entre guillemets le devoir de protéger ou en tout cas d'encadrer les travailleurs et les outsiders. Parce que les marchands, eux, c'est un peu les archétypes qui permettent de mettre de créer des liens entre les personnes, mais aussi de créer la société de commerce dans laquelle on vit, de pouvoir échanger. Les marchands, on pourrait même les associer à des plateformes comme Instagram, voire même à Internet de façon générale. Donc du coup, s'ils sont pas là, il n'y a pas de lien en fait entre les gens et pour que la société fonctionne, parce que la plupart des gens sont travailleurs et outsiders, on a besoin des marchands qui nous mettent en lien entre eux.
Les marchands, donc, ils ont un devoir effectivement avec les travailleurs et les outsiders, mais ils ont une priorité envers les guerriers, vu que les guerriers les protègent. Les marchands, eux, doivent pouvoir leur fournir du divertissement et ils doivent pouvoir, entre guillemets, aider les guerriers à être dans leur dharma et à du coup vivre tout simplement avec quand même avoir un petit peu de plaisir, de kama, de choses un petit peu plus simple et plus volatile que ce que les éducateurs peuvent apporter aux guerriers. Et enfin, les travailleurs et les outsiders, alors eux, ils ont tous un devoir envers les éducateurs. Parce qu'en fait, les éducateurs, même si on aurait tendance à les mettre en haut de la pyramide en nous disant, bah voilà, c'est eux qui sont en lien avec Moksha, pour vraiment partager la sagesse de l'univers, ils sont obligés de comprendre ce que les éducateurs et les outsiders vivent en fait, entre guillemets, en bas de l'échelle. Et donc du coup, les travailleurs et les outsiders, ils ont un devoir envers les éducateurs de leur montrer ce que c'est la réalité de la vie. Que c'est pas juste des livres et que des fois, être dans le concret, dans la terre, dans un peu cette folie du vivant, et ben c'est ça aussi la vie. Et donc ils ont ce devoir d'enseigner ça aux éducateurs qui ont tendance à voilà, être trop dans leurs livres. Donc comprendre ce cercle-là, c'est très important. C'est pas une pyramide avec les archétypes, mais c'est vraiment un cercle où chacun s'entraide entre nous. Et comprendre l'autre et comprendre son propre archétype, c'est avoir des meilleures relations avec les gens qui nous entourent. Après, de manière générale, les éducateurs et les guerriers fonctionnent très bien ensemble parce que du coup, ils vont vraiment s'entraider. Les éducateurs vont donner des valeurs aux guerriers et les guerriers vont protéger les éducateurs. Ensuite, les travailleurs et les marchands fonctionnent assez bien ensemble parce que on a deux valeurs qui sont plutôt assez significatives. On a Artha qui est l'acquisition de biens et de sécurité et Kama qui sont les plaisirs pour les marchands. Et en général, les deux vont de pair, c'est-à-dire que si vous avez une certaine sorte de sécurité, vous pouvez vous permettre des plaisirs. Et voilà, si vous avez des plaisirs, c'est que vous avez besoin de cette acquisition d'argent. Donc c'est vraiment deux dharmas qui se complètent et qui se comprennent un petit peu. Pour les outsiders, en général, ils s'associent très bien avec les travailleurs, forcément vu qu'ils sont à peu près à la même échelle, en tout cas au niveau des dharmas, et ils s'associent très bien aussi avec d'autres outsiders. Alors après, ça ne veut pas dire que les autres dharmas ne s'associent pas bien ensemble, attention. Ça veut juste dire qu'il y a des affinités plus particulières. Donc si vous êtes un éducateur et que vous rencontrez un marchand, si vous commencez à dire à un marchand qu'il doit absolument lire des livres spirituels et faire le travail de quête intérieure, le marchand il va peut-être pas être dans ce truc-là, il va plutôt être dans les plaisirs, dans le monde plutôt matériel. Donc il peut y avoir une incompréhension des choses parce qu'on a tous une mission de vie. Il y en a qui sont plus orientés spirituels, d'autres qui sont plus orientés matériels, pardon. Et donc du coup c'est très important de comprendre l'autre pour ne pas le juger et se mettre aussi à sa place, se dire d'accord, ok, c'est sa mission. Et ben comment est-ce que je peux l'aider à accomplir sa mission? Donc ça veut pas dire accepter tout et n'importe quoi. Si le marchand il est dans la drogue et l'alcool, ben, c'est peut-être pas ce qui vous plaît, mais si vous êtes avec un marchand qui est plutôt dans le divertissement, dans le lien social et qui a bien compris que du coup c'était pas en faisant rigoler les autres qu'on acquérait son bonheur, mais bien à l'intérieur. Et si vous, en tant qu'éducateur, vous pouvez l'aider à comprendre ça, c'est génial. Du coup, voilà, et il faut vraiment essayer de le voir comme ça. On se rend compte aussi que bah, du coup, les personnes qui sont en face de nous et qui jouent un certain archétype peuvent avoir du coup des qualités qui peuvent être un petit peu difficiles à gérer, comme les éducateurs qui ne vivent pas forcément ce qu'ils prêchent. Donc nous, du coup, en tant que type de dharma extérieur, on peut les aider à se rendre compte du coup de ces petits soucis d'alignement qu'il peut y avoir avec les types de dharma et les aider du coup à vivre un petit peu plus alignés. Et comprendre aussi tous les types de dharma, et ben c'est comprendre les 4 objectifs de vie. C'est comprendre dharma, artha, kama et moksha. Et au final, on a un peu tous le rôle de l'outsider qui va être de blender un petit peu tout ça pour trouver la libération, tout simplement. Voilà, c'était le topo sur les objectifs de vie, donc les 4 dharmas, et la manière dont nous exprimons nos 4 objectifs de vie, qui sont les 5 types de dharma ou notre archétype primaire. Donc au travers de cette leçon, j'espère que vous avez compris que
en vivant notre dharma, notre mission, donc en accomplissant les 4 dharmas, les 4 objectifs de vie, nous avons le potentiel de nettoyer notre karma, ou en tout cas les anciennes actions et les actions que nous faisons là actuellement et qui nous impactent. Donc nous avons beaucoup de libre arbitre et nous avons la capacité à utiliser ce libre arbitre pour créer du karma plutôt bénéfique pour nous et pour la société. J'espère aussi que vous avez compris que nous avons tous une façon d'exprimer notre mission qui est différente et qui peut se juger au travers des 5 types de dharma, ces 5 archétypes primaires qui vivent en nous et qui vivent en chaque être vivant sur Terre, en tout cas chaque être humain. Et j'espère que du coup vous avez pu vous reconnaître dans un de ces types de dharma et voir comment est-ce que vous pouvez vous aligner avec les qualités de ce type de dharma là en particulier. Donc n'hésitez pas à lire la description de chaque type de dharma que vous allez retrouver dans le quiz pour en apprendre un petit peu plus sur les types de dharma et voir comment est-ce que vous pouvez être plus aligné et de façon saine avec votre type de dharma. Si vous êtes un outsider, j'espère que vous avez compris que c'est ok de jouer le rôle d'un autre type de dharma et de faire plein de choses et de vivre plein d'expériences différentes pour trouver réellement qui vous êtes et créer en fait votre masterpiece qui va être vraiment votre pièce maîtresse, le blend de tout ce que vous avez expérimenté dans cette vie. C'est vraiment un outil clé. Les types de dharma et les 4 dharmas sont vraiment un outil clé dans cette vie pour nettoyer notre karma, vivre heureux et surtout vivre en paix et être aligné et vraiment nous reconnecter au divin et voilà, vivre le plus simplement possible. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram, sur Ojas et Soma. Et n'hésitez pas à regarder les différents articles que j'ai postés sur le compte Instagram, mais aussi sur le blog www.ojasandsoma.com. Si vous êtes vraiment passionné par les sciences védiques, notamment le Jyotish, donc l'astrologie sidérale, et que vous êtes passionné par les dharmas et l'Ayurveda, je vous invite à vous rendre encore une fois sur le site Ojas et Soma et vous pourrez trouver sur le site un lien vers une formation par à la découverte des sciences védiques où dans cette formation de plus de 30 vidéos avec des rediffusions de live avec une équipe de co-créatrices, nous vous avons partagé l'ensemble de ce que l'on a compris, de ce que l'on pouvait vous partager des sciences védiques, notamment sur le Jyotish, l'Ayurveda et le Vastu. Donc cette formation devrait vous permettre de vraiment être sûr de quel est votre type de dharma et quel est le dharma, le dharma primaire, le but de votre vie, dharma, artha, kama et moksha qui est le plus important pour vous. Et bien entendu, comment lire votre charte, trouver votre mantra natal, la divinité hindoue qui vous convient le mieux. Et tout simplement aussi, si vous avez des questions, les poser sur le groupe Facebook qui a été créé à cet effet pour la formation. Voilà, je vous souhaite une très belle quête spirituelle et de très belles formations sur la Power School et je vous dis à bientôt. Je vous remercie.